un temps affreux, de la pluie et de la neige. Et nous arrivons au cantonnement couvert de neige. Nous passons la journée et le lendemain. Nous quittons ce pays et nous repartons pour une autre étape, et puis une autre, la dernière. Le 19, nous cantonnons là où, soi-disant, on nous a préparé de bons petits lits. Nous sommes dans des baraques en ruine, où il gèle terriblement, jusqu'à moins 25 degrés. Mais pour nous faire oublier ces misères, nous passons de bonnes soirées au cinéma ou au concert, et nous restons là presque un mois, dans ce maudit camp, obligés le matin de porter nos souliers à dégeler dans la roulotte du cuistot, sinon impossible de les chausser. Le pain et le vin sont gelés en ce février. Le 21, au matin, nous partons cantonner à Auvilliers. Le 22, à Guerbecourt, en Meurthe-et-Moselle. Nous devions en repartir le lendemain, mais il y a contre-ordre et il faut rester ici quelques jours de plus. Mais nous sommes logés chez de braves gens. Aussi, le temps que nous passons chez eux est-il agréable, d'autant plus que la température est devenue très bonne. Nous quittons ce beau pays et nous allons bivouaquer à Sudre, sous de grands sapins où nous trouvons la nuit très froide. Nos chevaux le matin sont couverts de givre. Nous quittons ce pays à 8 heures. Nous traversons Nancy et nous nous arrêtons à Boursières. Nous devons attacher nos chevaux dehors car les troupes sont tellement nombreuses qu'il n'y a plus de place à l'abri. Nous y restons jusqu'au 9 février. Nous avons déjà cantonné en 1916 dans ce coin-là. Nous allons monter en ligne. Une partie des cavaliers assurera les liaisons et les autres feront le montage des baraquements. Nous passons 15 jours en cet endroit et le 23, tout est prêt pour repartir. Nous allons embarquer à la gare Saint-Georges de Nancy. Nous y arrivons vers 10 heures et à 3 heures de l'après-midi, nous sommes encore en attente. Et pour finir, nous allons cantonner en caserne, restant en alerte. Le 26 au soir, nous recevons de nouveau l'ordre d'embarquer. Quelques minutes après, nous commençons à sceller les chevaux et nous entendons la grosse sirène du quartier annonçant l'arrivée d'avions Boche. L'artillerie déclenche un tir de barrage. Tout semble en feu. Quand tombent les grosses bombes lancées par les avions. Nous continuons quand même les préparatifs de départ, en dépit des éclats qui pleuvent de tous côtés. Mais nous recevons ensuite l'ordre de déceler. Il est 3 heures du matin. Et nous avons tous un peu de difficulté à nous endormir. Nous sommes d'ailleurs réveillés peu après et nous partons rapidement pour la gare. Dès l'embarquement terminé, nous allons jeter un coup d'œil dans les environs. Les bombes d'avion ont incendié de nombreux wagons. Vers 7 heures, un brouillard intense, alors que nous partons, et nous ne voyons rien du paysage. Le train passe à Toul et arrête à Joinville. Puis nous en repartons. Le sommeil nous gagne au rythme des roulements des wagons. Il fait maintenant presque jour. Mais où sommes-nous? Nous arrivons à Mantes, où un café nous est servi. Puis nous nous arrêtons à Évreux. Nous débarquons et nous traversons une partie de la ville à 13 heures. Elle a un aspect très vieux. Nous chevauchons alors sur la grande route de Rouen pendant une vingtaine de minutes avant de cantonner à Gravigny. Là, nous sommes admirablement reçus par les civils et nous couchons dans des chambres. Ainsi, les 15 jours que nous y passons s'écoulent très vite. Je pars en permission. Le 2 avril, je prends le train de permissionnaire du front à Nantes pour le retour. Je passe à Orléans, Juvisy et Versailles où je vois le château. Puis je prends le train pour Sèvres et je fais les 2 kilomètres à pied qui me séparent de la ville d'Abray. Gentille petite ville composée en partie de villas. Mon unité y est cantonnée. Le lendemain à 4 heures du matin, nous partons pour 40 kilomètres et nous allons à Jouy-les-Comtes. Après une bonne nuit, nous repartons à 5h30. Ayant ensuite traversé Compiègne, nous allons bivouaquer dans les bois de Saint-Crépin. Puis nous revenons à Compiègne, continuellement bombardés par des avions. Nous allons passer les nuits sous le château,
dans des souterrains. Nous quittons cette ville pour aller à Fleury, dans la Somme. 5 jours après, nous en repartons pour Saint-Fuchien, près d'Amiens. Bon, allez papa, à moi de lire grand-père. Nous sommes chargés du maintien de l'ordre dans la ville d'Amiens. Il ne reste pas beaucoup de civils et les maisons sont abandonnées aussi. Devons-nous assurer un service rigoureux pour éviter les pillages? Je suis affecté à un carrefour de la ville avec mes hommes. Cela dure 4 jours, pendant lesquels tout se passe bien. Puis je suis rappelé à Saint-Fulgin. Là commence à se faire sentir une épidémie qui touche surtout les tirailleurs et dont personne ne s'explique exactement la cause. Durant les jours que nous restons là à Saint-Fulgin, nous avons continuellement la visite des oiseaux boches. Ils ont lancé quelques bombes qui sont tombées près de l'église, mais les dégâts ne sont pas très importants. Le 18 mai, je suis chargé avec mon officier d'aller reconnaître les postes en ligne que nous allons occuper. Nous laissons nos chevaux dans un petit bois, car nous avons pas mal de terrain découvert à traverser. Il est probable que les Boches viennent d'envoyer des obus à gaz, car nous sentons leur odeur caractéristique, nous sentons les gaz. L'officier m'envoie avec un de mes hommes reconnaître le poste de commandement du 2e régiment de tirailleurs. Dans la plaine, nous apercevons très bien les lignes allemandes qui, de leur côté, nous voient. Nous arrivons au poste de commandement qui se trouve près du bourg de Cachy. Il est composé d'une simple sape pour le colonel et ses scribes. Quant aux autres hommes, ils se contentent d'un trou individuel. Nous ne nous attarderons pas car voilà le bombardement à gaz qui recommence. Quand nous rentrons au PC de la brigade, tout le monde a le masque sur le nez et le lendemain, l'ordre de monter en ligne est donné. Le 25, nous montons donc en ligne. Nous nous y rendons à cheval jusqu'au poste de commandement de la brigade. Je dois me rendre au poste déjà reconnu quelques jours auparavant. Pour cela, il faut que j'attende la nuit. Je passe par le poste de commandement des tirailleurs, car pendant tout le parcours, nous sommes en vue de l'ennemi. Après le coucher du soleil, avec 4 hommes, je pars donc et j'aperçois sur ma gauche Villers-Bretonneux et le bois de Hogard, puis légèrement à droite Cachy, où nous devons aller. Encore environ 1,5 km et nous y sommes. Nous arrivons enfin au poste de commandement du colonel. Nous cherchons un petit endroit pour nous mettre à l'abri, mais rien n'a été aménagé. Alors nous nous tapissons au fond d'un trou, sans paille ni herbe, rien. Il faut une grosse dose de volonté dans ces moments-là pour ne pas se laisser aller à l'abattage. Nous passons ainsi toute la nuit blottis l'un contre l'autre. Par moments, dans notre demi-sommeil, où nous sommes plongés, nous sautons aux explosions des rafales d'obus, parfois assez près pour nous couvrir de terre. Au matin, au réveil, a sonné un bombardement à gaz. Nous ne pouvons plus quitter nos gaz et dire que c'est là que nous devons passer 15 ou 20 jours. Il ne faut pas se laisser abattre. D'ailleurs, nous n'en avons guère le temps. Notre mission est de porter les ordres aux différentes unités installées dans les tranchées. Le 1er juin, une rafale d'obus s'abat juste sur le poste. L'un de mes hommes est grièvement atteint. Nous le portons au poste de secours où se trouve le médecin-chef en visite dans le secteur. Il se met immédiatement à l'ouvrage. Le blessé à la jambe gauche, broyé qui ne tient plus que par la peau, aussi la lui enlève-t-il de suite. Mais en plus de cette jambe, le toubib déclare qu'il a un os cassé dans le dos et puis un bras. Pourtant, ce pauvre martyr reste calme et ne perd pas connaissance. Il continue même à nous parler. Les pansements terminés, il est évacué par les brancardiers. Encore un
que nous ne reverrons sans doute jamais. Le 3 juin, reprise des bombardements habituels. J'apprends la mort de notre blessé d'avant-hier. Jusqu'au 12, c'est la même chose. Des rafales d'obus sur rafales d'obus. Je descends enfin des lignes. Ce jour-là, je passe la journée à me laver, à changer de linge. Nous avions laissé nos chevaux à l'arrière. J'apprends que 2 d'entre eux ont été tués, l'un par les gaz, l'autre par un obus. Mais il manque, hélas, plusieurs de mes camarades qui ont été gazés. Le 13, nous nous rapprochons de Villers-Bretonneux et prenons contact avec des unités anglaises dont plusieurs soldats parlent français. Cela nous permet de connaître les habitudes et les mœurs de leur pays. En fait, ce sont des Australiens. En fait, je les rencontre souvent car nous sommes en service dans la ville. Villers-Bretonneux n'est plus qu'un amas de ruines. Il ne reste que des pans de ruines qui s'effondrent, mais l'artillerie allemande a cessé de tirer. Nous sympathisons avec 4 Australiens. Ils nous offrent à boire, ce qui n'est pas de refus. Nous trinquons volontiers avec eux car le temps se fait chaud. Peu après, nous trouvons le cadavre d'un de nos camarades qui vient d'être tué. Avant de venir à notre cantonnement, nous sommes filmés par un cinéaste australien. Et puis nous assistons à un combat aérien. 3 avions Bosch en mission au-dessus de Villers-Bretonneux veulent retourner dans leur ligne, mais une escadrille française surgit et les prend en chasse. 2 des avions ennemis réussissent à s'enfuir, poursuivis par un des nôtres, mais le 3e fait face à 2 de nos appareils. Cela se passe très haut, car nous les distinguons mal, mais les voilà qui piquent tous vers le sol. Les Boches essaient de les tromber en se laissant tomber en feuilles mortes. Mais quand il veut redresser, son moteur sans doute atteint refuse de repartir et il fonce vers le sol où il réussit à se poser près de nous sans trop de casse. Un acrobate. Nous nous précipitons vers l'appareil pour dégager le pilote blessé à la cuisse. C'est un officier âgé de 20 ans qui déclare se nommer Wurthoff et avoir abattu 24 appareils français. C'est un ingrand as Boche. Je retourne 2 fois à Villers-Bretonneux. Nous sommes bombardés dans la ville même, puis nous sommes relevés par un autre escadron, car à part les missions de liaison qui m'ont permis de quitter les tranchées, ça fait presque un mois que nous étions en première ligne. Même si le secteur s'était un peu tranquillisé, avoir au réveil des gaz à volonté, on commence à en avoir assez. C'est donc avec joie qu'on revient bivouaquer à Saint-Fuletière, qui se trouve à 10 km des lignes, emploi du temps normal de repos. On fait pas mal de visites à Amiens, où ne reste que de rares civils. La ville est endommagée. En cette saison chaude, nous avons beaucoup à souffrir du manque d'eau. Il faut faire 4 km pour en trouver assez pour nos chevaux. Nous quittons ce bivouac le 2 août 1918 pour une étape de 25 km et nous cantonnons à Contre. Nous faisons quelques évolutions de cavalerie pour nous préparer au combat à cheval. L'ordre commence le 7, alors que nous sommes en travail à cheval, l'ordre de partir arrive. Nous devons nous rendre à Neuville dans la soirée même. Nous nous y rendons donc et restons quelques heures dans les bois près d'un village. Nous repartons au crépuscule pour participer à l'attaque de Moreil. Nous allons coopérer avec les Anglais. Le 8, dans la nuit, nous sommes dans les bois, à 2 km des lignes. L'attaque est prévue pour 5 heures. Nous quittons alors le bois pour aller vers l'avant. Nous arrivons aux premières lignes françaises le matin. Puis nous traversons les tranchées allemandes. Le combat n'a sans doute pas été très dur, car on ne trouve des cadavres que par endroits, mais il reste encore des blessés allemands. On passe la journée près du bois de Moreil en attendant les ordres. Vers 8 heures du soir, nous revenons dans un village près de Thème. Nous décellons nos chevaux, car depuis 5 heures du matin, ils ont la selle sur le dos. Nous nous étendons à terre et le sommeil nous prend immédiatement. Dans la nuit, on nous réveille. Nous repartons à 3 heures. Nous allons
faire boire nos chevaux. Puis nous nous portons en avant du côté où la veille les combats étaient acharnés. Nous trouvons un peu partout des Boches étalés auprès de leurs mitrailleuses, notant qu'on fait du bon boulot. Nous passons la nuit suivante avec les artilleurs des batteries de 75. Mais nous restons avec nos chevaux scellés jusqu'à 3 heures du matin. À peine les avons-nous décellés qu'on nous donne l'ordre de remettre ça. Nous étions en train de manger la soupe. Il paraît que cette fois, nous allons foncer beaucoup plus loin que la veille, en avant, vers le sud-ouest. En effet, nous dépassons les tanks et les premiers éléments d'infanterie, sous les tirs d'une batterie ennemie. Nous avançons d'environ 500 mètres, traversant quelques réseaux de fils de fer barbelés, passons quelques tranchées abandonnées, et bientôt nous nous trouvons dans l'impossibilité de continuer à avancer parmi les anciennes tranchées de 1916. Mais l'artillerie allemande ne nous a pas perdu de vue, et à peine avons-nous mis pied à terre que les 4 pièces qui nous tiraient tout à l'heure remettent ça, et cette fois, ça tombe juste sur notre escadron. En 5 minutes, plusieurs chevaux sont éventrés, une dizaine d'hommes blessés, 3 tués. Le camarade qui se trouve près de moi a une chance extraordinaire. En remettant le pied à l'étrier pour monter à cheval, un obus explose juste sous la selle. L'animal vole en éclats, le cavalier tombe couvert de sang. Nous le croyons fini. Mais vite, il se relève et court vers l'ambulance. Il est à peine blessé. Mais quelle frousse! Chacun, en attendant de nouveaux ordres, se terre comme il peut. Mais ensuite, nous réussissons à descendre nos chevaux dans les tranchées, où nous restons 1 heure. Puis, ayant trouvé une issue pour en sortir vers l'arrière, nous sautons à cheval et nous filons au trot, mais l'artillerie Boche nous reprend en chasse. Nous filons vers un ravin, mais sur la pente qui y conduit, nous sommes sous le tir des mitrailleurs. Nous arrivons enfin au fond du ravin, où nous sommes à l'abri. Nous mettons pied à terre et nous nous préparons au combat à pied. Les officiers nous expliquent que nous sommes entre 2 divisions et que les mitrailleurs restent dans cette brèche pour l'empêcher de se refermer. On m'envoie avec 6 hommes et 2 fusils mitrailleurs en patrouille pour situer exactement ces mitrailleuses. Nous sommes en terrain découvert et ce n'est qu'un bourdonnement incessant de balles au-dessus et autour de nous. J'envoie un brigadier et quelques hommes prendre contact à droite et nous continuons à avancer jusqu'à ce que nous soyons en présence, à vue, des mitrailleurs. Je fais mettre en batterie les 2 fusils mitrailleurs et fais parvenir les renseignements au capitaine. Et nous attendons que des éléments de l'escadron que je précède nous rejoignent. Mais je n'ai aucun renseignement sur l'autre patrouille que j'ai envoyée. Enfin, un des hommes qui en fait partie arrive tout ahuri et me rend compte qu'un obus est tombé au milieu d'eux, et que tous, sauf lui, ont été blessés et sont restés sur le terrain. Je pars aussitôt avec 2 hommes pour me rendre compte de ce qui s'est passé. Mais il faut absolument passer à découvert, et il n'y a aucun boyau. Mais les camarades blessés attendent là-bas. Il faut y aller. Les 2 hommes me suivent à quelque distance. Le sifflement des balles nous font nous coucher à chaque instant. Enfin, nous arrivons à l'endroit désigné. Nous cherchons parmi les trous d'obus et les entonnoirs. Et nous appelons, mais aucune réponse. Nous ne retrouvons que des armes et des équipements brisés. Pas un homme. De retour au fond du ravin, pour rendre compte, je retrouve nos chevaux, et j'apprends que les brancardiers des Zouaves ont trouvé nos blessés et les ont transportés à l'ambulance. Mais voici que l'infanterie arrive, et va prendre position pour nous remplacer. Nous attendons quelques instants que l'obscurité complète se fasse. Nous remontons à cheval, et à peine avons-nous fait 1 kilomètre, les tirs d'artillerie se déclenchent sur le ravin. D'un temps de galop, nous sommes hors des tirs, mais nous ne savons pas où aller. Pas un arbre, rien pour attacher nos chevaux. Alors nous les attachons l'un à l'autre. Nous savons qu'ils ne se sauveront pas, car depuis 10 heures du matin, ils n'ont ni bu ni mangé, tout comme nous, et ils sont très fatigués. Quelle journée de torture. Mais est-ce terminé? Que de cauchemars en cette nuit. J'ai un peu de fièvre. À 4 heures, nous scellons, et nous descendons nos chevaux vers un ruisseau. Ils sont plus heureux que nous, qui n'osons pas étancher notre soif, car l'eau est bizarre. Depuis 24 heures, en plein mois d'août, ni bu ni mangé. À mon tour.
Je suis chargé par le capitaine de reconduire les hommes et les chevaux légèrement blessés jusqu'au train régimentaire. Nous allons donc à Villers aux Érables. Mais il ne reste plus personne. Je vais ensuite dans un village tenu par des artilleurs, ce qui nous permet de nous restaurer et de dormir. Le lendemain, j'apprends que notre train régimentaire est près d'une ville voisine, Alice. Nous nous y rendons tant bien que mal, et nous le rejoignons. Chevaux et hommes exténués vers 5 heures. Je reçois l'ordre le lendemain de me rendre dans le bois de Moreil, où l'escadron s'apprête à partir pour le bois de Tirecourt, à 8 km de Montdidier. Le 15 août, messe par l'aumônier qui officie en plein bois. Nous recevons brusquement l'ordre de départ. Le 20, nous passons tout près de Montdidier pour cantonner à l'Églantier, où nous avions déjà cantonné en 1915. Là, nous passons 3 jours. Puis le 24 août, nous faisons 15 km et restons 3 jours à Oyons. Puis nous allons à Blaincourt. Le 26, le lendemain matin, nous allons à Barenvable. Le 27 à minuit, nous recevons l'ordre de nous tenir prêts à partir pour 2 heures du matin. Nous partons alors pour Richecourt, encore occupé le matin même par les Boches. L'artillerie fait rage. Nos régiments sont devant Noyon, qui n'est qu'à quelques kilomètres de là. Nous continuons jusqu'à Clichy, où une partie de notre groupe d'escadron est détachée auprès du colonel commandant l'infanterie. Nous attendons en fait qu'une trouée soit réalisée pour nous y précipiter et prolonger le travail de ces fantassins. Nous avons déjà notre itinéraire de mouvement. Nous nous donnons plus que jamais dans le combat en cours. Nos zouaves sont en train de discuter aux Boches le mont Saint-Siméon. Le 30, nous rejoignons le peloton divisionnaire qui se trouve devant Noyon. C'est pour recevoir la visite de Clémenceau, président du Conseil, qui passe les troupes en revue en dépit du bombardement. Nous restons là jusqu'au 4 septembre. La prise de Noyon nous a coûté très cher, mais à 10 heures du matin nous sautons en selle car l'ennemi est en fuite et l'infanterie nous réclame. Nous traversons Noyon, passons tout près de la gare. Là, notre officier donne des ordres. Je suis désigné comme chef de patrouille. Nous avons comme itinéraire la route de Noyon-Clony. Je prends 3 hommes avec moi et nous voilà partis. À peine avions-nous fait quelques kilomètres sur la grande route que les balles font voler les petits cailloux de la chaussée. Nous sommes mitraillés. Je préviens aussitôt l'officier qui fait immédiatement arrêter le peloton et consulte sa carte. Nous obliquons à droite et dépassons les éléments avancés de l'infanterie et longeant la voie ferrée. Arrivés à découvert, nous sommes rejoints par un élément de Spahis. Nous nous déployons en fourrageurs pour nettoyer la plaine et arrivons en face de 2 villages. Un des Spahis, qui se trouve à notre gauche, est mitraillé et tombe tué ainsi que son cheval. Un sous-officier fait une culbute complète avec son cheval, non loin des mitrailleuses Boches, mais il est indemne. Quant à mon petit groupe, nous avons un mot juste à droite devant nous, près d'un petit bois. Nous marchons de front, moi et 2 de mes hommes. Comme les balles sifflent, ils restent au pied d'un arbre pendant que je contourne le bois, qu'il est impossible de traverser à pied car c'est un marécage. Arrivé de l'autre côté, je me rends compte que les mitrailleuses Boches redoublent de vitesse. De tous côtés, les branches cassent. Cherchant à savoir d'où viennent les tirs, je m'aperçois qu'ils proviennent du village que j'ai dépassé. Je suis donc derrière les lignes. Voyant mon imprudence, je reviens où j'avais laissé mes 2 hommes, mais grande est mon étonnement de ne plus trouver personne. Je reste là quelques instants, indécis. Je cherche des yeux mes camarades disparus. Enfin, j'aperçois à 700 ou 800 mètres un groupe de cavaliers cachés sous les pommiers et que survolaient des avions Boches actionnant leurs mitrailleuses. Je me dirige vers ce groupe et vers l'officier qui se trouve parmi eux, qui je fais part de la mission de reconnaissance que j'avais reçue, et nous remontons à cheval. Au bout de quelques centaines de mètres, après les premières maisons d'Appilly, nous mettons pied à terre. Un de mes hommes est déjà allé reconnaître l'endroit
et déclare que les Boches occupent encore le château qui est à l'autre extrémité du village. Il faut savoir ce qu'il en est exactement. Et l'officier me charge de cette mission. Il me dit, à pied ou à cheval, prenez les hommes qu'il vous faut et allez au château. Il n'y a plus qu'à exécuter. Dans certaines circonstances, les ordres sont faciles, mais l'exécution parfois bien pénible. Je prends 3 hommes seulement avec moi. Nous allons à cheval jusqu'au petit bois marécageux, où nous mettons pied à terre, en laissant un de mes cavaliers les garder. Je repars avec mon équipier. Nous retraversons le marigot où c'est possible, jusqu'à la lisière la plus proche du château, dont nous ne séparons plus qu'une petite prairie, une haie et un jardin. Nous avançons rapidement, car quelques instants auparavant, un spahi avait reçu un coup de feu provenant d'une fenêtre du château. À travers la haie, nous examinons par où nous pourrions parvenir jusqu'au pied du bâtiment, sans être vus. Nous approchons en longeant la haie, mais au moment où nous arrivons à l'entrée de la cour, nous ne trouvons que les vestiges des postes Boches. Notre officier arrive alors et donne l'ordre de poursuivre en direction de l'autre village, qui est situé à quelques 500 mètres en terrain plat. À mi-chemin sur notre droite, nous reconnaissons les Zouaves, mais dans la plaine et sur la gauche, je ne vois pas si ce sont des Boches ou des Français. Je mets pied à terre et regarde à la jumelle. Ce sont des Allemands, qui nous font des signes, comme pour nous appeler à approcher. Nous nous en garderons bien, car ils sont une trentaine et nous sommes 3. Je transmets le renseignement à mon officier, qui me donne 5 spahis en renfort. Nous approchons alors des arbres de la prairie où sont les Allemands, qui ne cessent de nous observer, mais sans se cacher. Nous passons au bras la bride de notre cheval, et chacun au pied d'un arbre, nous commençons à tirer sur eux. Ils se couchent et se sauvent en rampant. Nous continuons à tirer dans leur direction. Un autre petit groupe d'Allemands, au bout du village, à une 50aine de mètres de nous seulement, est en train d'installer une mitrailleuse. Heureusement, un de mes hommes les a aperçus et me prévient aussitôt. Je commande à cheval et nous sautons en selle. Il était temps, car les mitrailleuses commencent à cracher. Nous fonçons vers le château pour nous mettre à l'abri. Mais j'ai à peine fait une centaine de mètres que ma monture ralentit, puis s'arrête. Au même moment, je perds mon casque. Les balles sifflent, je n'ai pas le temps de descendre pour le ramasser. Je presse des éperons les flancs de mon cheval. Mais la pauvre bête n'avance que sur 3 pattes. Je voudrais atteindre l'angle du mur pour être à l'abri comme les autres. Enfin, j'y arrive, alors que les balles criblent de trous autour de moi le mur. J'examine alors la blessure de ma monture. Une balle a traversé l'articulation du jarret. Je le traîne par la bride, je le décèle, et je rejoins les autres. Puis je prends le cheval d'un camarade qui a été tué le matin. L'infanterie qui suivait arrive alors, et nous lui désignons les points encore tenus par l'ennemi. Nous allons nous mettre à l'abri dans un petit bois où nous dormons. Le lendemain, nous nous réveillons à 3 heures, trempés par la pluie nocturne. À 4 heures, nous sommes à cheval, et nous allons près du château d'Appilly, où nous avons laissé l'ennemi la veille. J'y retrouve mon casque, à l'endroit tragique où mon cheval a été blessé. L'endroit est maintenant absolument calme. Nous nous installons dans la cour du château, mais à ce moment, l'artillerie allemande commence à tirer sur nous. Nous retournons donc dans le petit bois, où nous allons passer une seconde nuit. Le lendemain matin, 6 septembre, nous scellons et recevons l'ordre de la division de fouiller Chauny. Les Allemands continuent leur retraite dans différentes directions. De notre côté, nous reprenons contact avec l'ennemi. Leur artillerie bombarde très dur en ce moment autour de nous, et nous nous déplaçons souvent pour éviter leur martelage. Nous passons la nuit à Crogne, à 1 kilomètre de Chauny, sous les pommiers. Nous repartons le lendemain à 4 heures pour fouiller le secteur au-delà du canal Saint-Quentin. C'est mon groupe qui doit accomplir cette mission. Nous arrivons à Tergnier sans difficulté.
Là commence le passage à travers les barbelés. Nous franchissons le remblai de la voie ferrée. Le bombardement se fait plus dense. Nous voulons traverser le canal Saint-Quentin. Les sapeurs du génie nous installent une passerelle à l'intersection des canaux L'Affaire et Saint-Quentin. Nous chevauchons alors sur l'autre rive où se trouvent nos postes avancés. À peine avons-nous franchi quelques centaines de mètres qu'un barrage d'artillerie ennemie se déclenche. Patrouilles ayant sur nos flancs des missions semblables à la nôtre sont également arrêtées net. Voyant cela, nous entrons dans le bourg qui est en face de nous et avec beaucoup de peine, car les tirs continuent, nous avançons à pied et prenons la route de Kenny. Les balles sifflent maintenant, mais comme elles ne passent pas trop près des oreilles, nous n'y prêtons pas beaucoup d'attention. En approchant d'un hameau, nous voyons dans la plaine deux groupes de Boches séparés de nous par des barbelés. Nous nous cachons derrière un petit bois et nous envoyons un cavalier porter ce rapport à l'officier. Et nous lui demandons de nous rapporter des ordres. Le retour de l'agent de liaison ne se fait pas attendre, mais il revient au pas de charge et nous crie « Vous êtes cernés !» Tout à l'heure, quand il est arrivé au pont que nous avons traversé, il a vu une dizaine d'Allemands traverser la route. J'y vais voir, moi aussi, et à l'endroit indiqué, je reçois un coup de feu à bout portant, juste au moment où mon cheval faisait demi-tour. Je ne suis pas touché, mais nous sommes brutalement plongés dans une sale situation. De tous côtés, nous sommes coupés des troupes amies, et les Boches qui sont partout nous tiraillent à chaque instant. Que faire? Moment angoissant. La pensée d'être fait prisonnier commence à nous tracasser. Il faut trouver un moyen. Quelqu'un propose d'abandonner les chevaux et de regagner la ligne française par le Marais, qui se trouve sur notre gauche. Mais il est seul de cet avis, car un cavalier ne doit abandonner son cheval qu'à la dernière extrémité. Nous donnons un coup d'œil sur le terrain, à gauche de la route. Le Marais est bien impraticable. Rien à faire. Sur la droite, le terrain serait possible à pied, mais pas à cheval, à cause des réseaux de barbelés. Après nous être concertés durant quelques minutes, nous décidons de tenter une sortie en force, par où nous sommes venus. Nous sommes 6 bien décidés, les Boches environ une dizaine. Sortira qui peut. On n'a pas envie de manger de la choucroute et du pain caca. Un homme à droite et l'autre à gauche, et le reste à une dizaine de mètres en arrière. Je commande à cheval. J'ai mon revolver au poing et mon sabre au poignet. Nous allons là où il y a peu de temps, j'ai été tiré à quelques mètres. Mais il faut passer coûte que coûte. Aussi pour ma part, je fais appel à tout mon sang-froid. Nous partons au petit trot, puis avant d'arriver au carrefour de l'église, nous reprenons le pas et scrutons tous les coins, prêts à réagir vigoureusement. Rien de suspect. Nous avançons toujours. Rien. Pour éviter le petit pont où se trouvaient les Boches tout à l'heure, nous décidons de continuer par une route qui se dirige pourtant du côté des lignes allemandes. On nous tiraille d'un peu partout, mais d'assez loin. Les balles sifflent quand nous traversons la voie ferrée et se déclenche en même temps un barrage d'artillerie. Alors, nous changeons de direction et nous nous tournons du côté de nos lignes, mais nous arrivons à une rivière trop large et profonde pour être franchie par nos chevaux. Nous sommes embarrassés. Mais ce mot dans le métier militaire n'a pas cours. Aussi notre débrouillardise est-elle toujours en éveil, et nous avons vite fait trouver
des madriers, des troncs d'arbres, des fagots, pour lancer une passerelle de fortune. Il était temps, car les Boches nous ayant repérés nous envoient encore leurs gros pneus noirs qui nous couvrent de boue, mais nous avons réussi à revenir dans nos lignes. Sans perdre ni hommes ni chevaux. Nos camarades nous croyaient prisonniers. Nous avons été plus de 2 heures encerclés. Notre officier nous rassemble et nous prenons la direction de Chauny pour rejoindre l'escadron qui reprend sa marche en avant. Mais l'ordre d'arrêter arrive. Nous sommes exténués. Depuis plus de 15 jours que nous marchons, il est temps que nous nous arrêtions. Nous restons à Chauny pour la relève complète de la division. L'escadron reçoit l'ordre de se rendre à Port-Héricourt, tout près de Noyon. Là, nous sommes chargés du service de circulation des convois. On m'assigne la surveillance avec mon groupe de la route de Guivry à Guipard, ce qui me donne l'occasion de quelques belles balades à cheval. Puis nous allons ensuite à Blaly, sur la rive gauche de l'Oise. Là, nous sommes dans un bois. Nous le quittons dès le lendemain au matin pour Montfille, où nous passons la nuit, puis nous allons cantonner à Rieux, près de Creil. Le 6, jour de la demande d'armistice des Allemands, je pars en permission. J'arrive le 7 à Nantes, d'où je repars le 22 octobre pour rejoindre par Compiègne et Noyon mon régiment. Mais la voie ferrée n'étant pas réparée plus loin, nous cherchons un abri pour la nuit. C'est pas difficile car dans toutes les maisons abandonnées se trouvent des petits lits que les Allemands avaient confectionnés pour eux. Le lendemain 24 octobre, nous partons à pied. Nous avons 20 km à faire pour rejoindre notre escadron. Nous rencontrons le convoi de ravitaillement qui peut nous conduire jusqu'à Vissancourt, où est mon unité. En arrivant, je vois les chevaux scellés prêts au départ, mais il me faut un pactage. On le fait en vitesse et puis en selle. Mais un contre-ordre arrive et nous décellons pour passer la nuit plus tranquille. C'est pour moi une seconde nuit de repos. Le 26, brusquement arrive l'ordre de départ. Cette fois, c'est l'attaque qui se déclenche vers 4 heures du matin, au point du jour, près de la ferme Midland. Durant 48 heures, l'ennemi résiste très durement de l'autre côté de la crête, sans dire tranchement relativement installé. Ces 2 jours ont été terribles pour nous, mais les Boches ont laissé beaucoup de morts sur le terrain, dans toutes les positions, et certains déjà noircis. Pas le temps de les ensevelir. Dans mon peloton, qui compte habituellement 30 hommes, nous restons seulement 8 et l'officier. Pourtant, nous continuons à épauler l'infanterie. Enfin, nous avons un moment de répit. Puis on commence la poursuite. Et on traverse des villes où les premiers civils nous acclament. Nous continuons toujours l'avance. Partout, les Allemands font un semblant de résistance. Mais on sent que chez eux, c'est la panique qui commence. Le 9 novembre, nous approchons de Dissorte, où la population nous accueille avec enthousiasme. Et nous voyons passer l'avion blanc des émissaires allemands, allant demander officiellement l'armistice, qui est signé le 11 novembre. La guerre est terminée. Quel soulagement! Chacun de nous peut rentrer chez lui. Le 20 novembre, nous quittons notre cantonnement, car le régiment ne doit plus continuer sa marche en avant. Je me permets d'ajouter une anecdote que mon père n'a pas notée, mais qu'il m'a racontée alors que j'avais 8 ou 9 ans. À Verdun, après avoir passé plus de 24 heures sans avoir pu manger, car il n'avait pas pu quitter son masque à gaz. Il avait tellement faim qu'il n'a pas résisté à prendre un morceau de pain qu'il avait dans sa musette. Ayant soulevé rapidement son masque, il a mordu quelques bouchées dans le crouton. Sur le coup,
il n'a ressenti aucun malaise. Mais le lendemain, alors qu'il partait en permission, il fut pris de coliques et de diarrhée. Il arriva malade à Sautron. Puis peu à peu, cela se calma, et il repartit pour le front. Mais il avait avalé du gaz asphyxiant qui avait abîmé les voies digestives, et il en a souffert ensuite durant toute sa vie. Petit dérivatif, pour ainsi dire. Ma femme le dit toujours, qu'est-ce que la vie sans un petit dérivatif? Et maintenant, messieurs, je vous présente notre dernière conquête sur l'ennemi. Venu d'Allemagne, venu d'outre-Rhin. Et voici, messieurs, une petite perle que le flux de la guerre a fait échouer ici. Sagt den Herrschaften, guten Tag. Guten Tag. Hey, tu pourrais parler une langue civilisée. Hélas, la demoiselle a des dons plutôt limités. À ne rien vous cacher, elle n'a absolument aucun talent, excepté, comment dire, un petit talent naturel. La demoiselle ne sait ni danser, ni raconter d'histoires drôles, ni faire tenir en équilibre des balles sur le petit bout de son nez. Ah, mais elle chante comme à l'opéra. Elle a un gosier en or. Allez, vas-y, chante-nous quelque chose, vas-y, allez, chante. Alors tu vas, oui. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war dem sein Mädchen ein ganzes Jahr. Das war für ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Es war am Morgen ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr, ein ganzes
Mon colonel, Sergent, nous avons ordre de remonter en ligne immédiatement. bon, donnez-leur quelques minutes de plus. Bien, mon colonel.